Et à tous, on est ravis de vous retrouver et de vous servir en ce mercredi 10 mai. Eh bien, nous sommes d'Oran, je vous le rappelle, bien certainement vous l'avez deviné, puisque chaque mercredi, c'est la station d'Oran qui assure le bonjour d'Algérie. Alors hier, un petit clin d'œil à nos amis de Constantine, Asmaïn Belkhaïdia, et pour demain, un petit clin d'œil pour nos amis de la centrale et d'Alger qui vous serviront jusqu'à lundi prochain. Eh bien, on va commencer le bal comme d'accoutumé avec Maître Saber Djamila. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous allez bien? Très bien. On est content de vous retrouver chaque mercredi matin. Ça y est, on s'est habitué à C'est vous, gentil. à vos conseils, etc. Alors aujourd'hui, il sera question de... Donc la nouvelle loi qui a été donc relative à la prévention, à la répression, répression plutôt de l'usage des psychotropes et des stupéfiants. Très bien, donc on verra avec vous dans un petit moment, puisque aujourd'hui, il y aura le mouvement associatif. Alors, ça va être, on aura sur le plateau l'association contre la lutte de la toxicomanie. Alors, on aura le plaisir de retrouver l'un des membres. Et bien sûr, elle est psychologue au sein de l'association de la lutte contre la toxicomanie. Et bien sûr, l'université qui sera présente aujourd'hui, eh bien, il sera question de parler d'un sujet d'actualité, chère téléspectatrices et téléspectateurs, puisque nous allons parler de la mémoire artificielle et on verra aussi que les humains ont une crainte contre en ce qui concerne cette mémoire artificielle. On a peur qu'elle prenne le dessus sur l'humain. Moi, je ne pense pas. Impossible, non. Impossible. Oui, parce que le cerveau humain est inégalable. Il est créatif. Exactement. Et bien sûr, le mois du patrimoine à l'honneur, bien sûr, c'est toute l'année chez nous, de toutes les façons, le patrimoine, puisque nous avons aussi le privilège d'avoir un patrimoine très lourd, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans les sites historiques. Et bien aujourd'hui, on verra avec M. Djilali Tahraoui. Alors lui, il est professeur d'architecture à l'université de Mohamed Boudiaf. Eh bien, aujourd'hui, il sera question de parler avec lui parce qu'il a l'honneur de la sortie du premier guide historique sur les sites historiques d'Oran. Donc, Oran raconté à travers ces sites historiques. Magnifique. Et bien sûr, comme on commence toujours en beauté, on finit toujours en beauté avec une jeune athlète qui est championne du monde dans une discipline à main nue, le Kempo. Alors, c'est le poing, le combat, voilà, exactement. Et elle est toute jeune. Vous allez la découvrir à travers le Bonjour d'Algérie. Eh bien, ça sera Fatima Boudouma, accompagnée de son coach. Et bien sûr, le président du club de Campo d'Oran et membre de la fédération algérienne de Campo, c'est monsieur Mohamed Ben Ali qui sera présent avec nous. Et comme je vous l'ai annoncé tout au début, eh bien, on commence en beauté, on finit toujours en beauté. Voilà, alors sans plus tarder, une très belle chanson en hommage de Djilali Amarna Rabbi Yarhamou. Alors pour vous, rien que pour vous, à nos chères téléspectatrices et téléspectateurs, Raïna Raï, Yes Raïda, Diri Latay. ايوه معانا قولوا يس غيدا ديري لاتاي يا كبيده ديري لاتاي ها هو خيك شاي ويا عوالي ديري لاتاي يا كبيده ديري لاتاي ها هو خيك شاي ايوا ويا عوالي ديري لاتاي يا زغيده ديري لاتاي ها هو خيك شاي ويا القبيده ديري لاتاي يا القبيده ديري لاتاي ها هو خيك شاي ايوا اها
حر ويكون معطر يوم النعناع والعنبر يوم النعناع والعنبر يوم النعناع والعنبر يوم النعناع والعنبر يا صغيرتي يا الفريدة فريدتي هو هيك شيء ويا عوالي فريدتي يا الفريدة فريدتي هو هيك شيء ايه حي قولها ويا الكبيدة فريدتي يا الكبيدة فريدتي هو هيك شيء ويا عوالي فريدتي يا الكبيدة فريدتي هو هيك شيء ايه يا اها وعلاش اليوم Ouais. Eh bien voilà, c'est une belle soirée qu'on a passée d'ailleurs. C'était en 2005 que ça s'est passé en hommage à Djilali Amarna, Rabbi Yarhamou. Et puis ça fait toujours plaisir de voir des artistes qui nous ont quittés, on se remémore un petit peu le bon temps, le bon vieux temps comme on dit. C'est vrai, ça fait quand même des années depuis 2005. Ça passe très vite. Ça passe très vite, voilà. Ça passe vraiment très vite. Donc, et c'est toujours un plaisir de danser sous les rythmes de Raina Rai et Yazraïda Diriletei. Alors, nous avons un thé d'ailleurs magnifique au Sahara. C'est très bon. Très bon. Ouais. Un thé à 3 verres. Exactement, Voilà, à 3 verres voilà. et c'est très très bon. D'ailleurs, fait. c'est une tradition Tout à fait. algérienne du fait. bon thé algérien d'ailleurs et préparé par des hommes par Tout contre. à fait. C'est Par une contre. tradition qui est... C'est une tradition. Eh bien, normalement, on ramène cette tradition ici à Oran. Si, ils ont Alors, déjà nos commencé. caméramans Radigaï nous donnent ce matin. Très bien, donc nous allons parler aujourd'hui. On commence le bal avec vous comme d'accoutumé d'une loi, la nouvelle loi. D'ailleurs, qui a été votée juste il y a une semaine, je pense, c'est ça? Elles sont 2 lois à être adoptées donc, par les 2 chambres, donc la PN et la Chambre basse, le Sénat. Et donc la loi sur la traite des humains. Et la deuxième loi qui fait l'objet de notre sujet aujourd'hui, donc ce qui est la loi relative donc à la prévention, répression de l'usage et du trafic des psychotropes et des stupéfiants. Alors, Voilà. ça, c'est de toutes les façons, on est en train de vivre, on va dire, c'est le monde qui est en train de vivre fait. ce fléau ces dernières années. Donc, ça s'est un petit peu accentué. On y trouve des psychotropes partout. Alors maintenant, c'est la fabrication de bonbons à base de psychotropes Très grave. pour les enfants. Donc, ce qui veut dire que ce ne sont pas les enfants qui vont vers la drogue, c'est la drogue qui va vers les enfants. Donc, il faut faire très, très, très attention et être très vigilant aussi. Et donc, on va parler un petit peu de tout cela. Alors, les lois, les décrets, etc. Alors, un petit peu, on va dire, les éclairer nouveautés aussi, oui, voilà, Qu'est-ce qu'elle a éclairer ramené nos cette nouvelle lanternes. loi? D'ailleurs, Tout à fait. il y a eu une nouvelle loi qui a été votée, on va dire, et appliquée cette dernière semaine par l'APN et bien sûr le Sénat. Et donc, on va en parler un petit peu, on va s'éclairer lors de cette loi. Donc cette loi vient modifier et compléter la loi de 2004. Ouais. La loi de 2004 a vu, donc les praticiens et le législateur a vu que cette loi avait des lacunes et des vides juridiques, qui a permis aux trafiquants de drogue donc de les utiliser et de passer entre les maillons du filet. Donc cette loi est venue compléter ces vides juridiques et elle est devenue aussi. Donc comme chaque loi ici en Algérie, cette loi, donc parce que je viens de l'étudier, elle est nouvelle, c'était un projet de loi qui a été voté. C'est tout chaud, quoi. Tout à fait. Donc, il y a 3, moi je l'ai scindé en 3 volets. Donc, il y a le volet préventif, préventif plutôt, curatif
et répressif. Voilà, donc commençons par le volet préventif. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, on oblige le pharmacien, par exemple, dans cette nouvelle loi, donc, qui modifie, complète la loi de 2004, qui oblige le pharmacien de dénoncer toute ordonnance de médecin qui n'est pas, c'est-à-dire qui répond pas aux prescriptions, c'est-à-dire de la loi. Parce qu'actuellement, je vais vous expliquer Alors, que il faut que je actuellement, marque parce que là, je n'ai pas envie d'oublier un point très important quand vous allez finir. voilà, donc les pharmaciens sont obligés de dénoncer s'ils voient qu'il y a une ordonnance d'un médecin quelconque, qu'il soit spécialiste ou autre, qui prescrit des médicaments qui ne sont pas portés sur le répertoire électronique national, qui est régi par sur arrêté ministériel du ministère de la Santé. Donc, il est obligé de dénoncer au service de santé territorialement compétent dont il dépend, c'est-à-dire de la wilaya où il travaille. Donc, et même si cette déclaration de soupçon n'aboutit à rien, le pharmacien n'est pas poursuivi, il est protégé par la loi. Ouais. C'est-à-dire, il n'y aura pas une poursuite pour dénonciation calomnieuse ou autre. Non, il est protégé. Donc là, on l'encourage à dénoncer. Oui, mais quand on est protégé par la loi aussi, il ne faudrait pas faire des siennes, comme on dit. Non, hein. non, lui, il a une ordonnance sous Très les bien. yeux. Donc, il D'accord. saisit les instances, voilà, des Très services bien. de la santé. Il leur dit, voilà, parce que eux, Voilà ce que j'ai reçu. Donc, parce que le ministère de la Santé, il faut le savoir, il a 4 tableaux. Il a quatre tableaux où il a surtout le premier et le deuxième, où ils ont toute la liste des psychotropes et stupéfiants, c'est-à-dire qui doivent sont être vendus ou prescrits par des médecins spécialistes. sous Et c'est pas- contrôle, sous Tout à contrôle fait. très strict. Et actuellement, avec cette nouvelle loi, ils ont établi un fichier électronique national où il y a tous les noms des médicaments que les médecins doivent suivre et qui peuvent prescrire à leurs malades. Est-ce que cette liste a été modifiée? Non, elle est nouvelle. Elle est D'accord. nouvelle. Ah, d'accord, ok. Elle y était, parce qu'il y a eu des arrêtés et tout ça, mais à chaque fois, on rajoutait des médicaments. Et tout ça. Cette fois-ci, après constat et tout ça, donc ils ont établi un fichier électronique national. Et ce fichier, il est soumis au service des douanes. C'est-à-dire quand quelqu'un rentre ou sort avec des médicaments, les services des douanes, ils vont contrôler si ces médicaments, même avec... Mais je avec pense que ordonnance. les services de douane, déjà, ça fait quelques années, hein, de tout temps. Je sais que quand on part avec des médicaments C'est sûr. dans notre sac, il faudrait avoir une ordonnance. Mais voilà. actuellement, il y a un fichier électronique parce qu'il y a des gens qui disent oui, avant, il n'y avait pas, c'est-à-dire c'était pas à titre exhaustif, à la sabil al-hasr. Voilà, il y a tel médicament. Ouais, C'est-à dire donc, si on ne trouve pas ce médicament sur la liste, il est saisi automatiquement et tout ça. Ils peuvent, la personne détentrice de ce médicament peuvent même être poursuivie. Ouais. Donc il y a ce qu'on appelle le fichier électronique national. Il est arrêté par le ministère de la Santé sur arrêté ministériel. Donc il y a ça sur le côté préventif. Sur le côté curatif, donc pour faire... alors, pour le côté... Là, on insiste sur les mineurs toxicomanes. Ah ben oui. Alors avant, il y avait la loi de Alors 2004. quand vous dites mineur, c'est fait. moins de quel âge? 18 ans. Ah d'accord, ok. Voilà, moins de 18 ans. Alors, tout ce qui est enfant et tout ça, moins de 18 ans. Alors, avant, il y avait pour les adultes, les majeurs, toxicomanes. Hein, parce que quand on arrête quelqu'un, automatiquement, il va être soumis à une expertise médicale. S'il s'avère que cette personne Ça est va se savoir tout de suite. tout de suite. Si il s'avère que cette personne, elle est toxicomane et elle accepte un suivi médical, c'est-à-dire de regagner, de faire une cure de désintoxication, cette personne est exemptée de poursuites pénales, de l'action publique. D'accord. Voilà, il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire, si vous savez que vous êtes toxicomane, vous avez un membre de votre famille qui est toxicomane, allez-y, faites-lui une cure, il sera, avant qu'il soit arrêté, parce qu'après, vous allez voir les peines, ça va Alors, être 10 ans, 20 ans. vous parlez bien sûr de la cure de désintoxication. Tout à fait. Donc, si D'accord. cette personne prend l'initiative d'aller faire une cure,
elle est exempte de toute poursuite Mais il y a des pénale. parents qui refusent de voir la vérité en Tout face. à hein. fait, tout à fait. Et c'est très difficile Tout à déjà fait. de se rendre compte que son enfant est en train de se droguer et c'est un toxicomane. Donc il faut faire vraiment, il faut agir dans l'urgence Tout à fait. pour une désintoxication Elle est carrément. Parce impérative. que là, pour pouvoir un petit peu récupérer l'enfant ou récupérer l'adolescent. Donc, et c'est pas facile. Pas Des du fois, tout, pas des du fois tout. les enfants, ils font tellement confiance à les parents font tellement confiance à leurs enfants qu'ils doutent toujours, ils se disent non, ils refusent déjà cette idée à la base. hein, que leurs enfants et sont d'accepter que leurs enfants, toxicomanes. il Il y a beaucoup de le mineurs fait est là. toxicomanes Donc, parce qu'on les voit par leur violence, par leur manière de se comporter, de marcher, de parler. les et tout ça. tremblements, le Tout à regard fait, tout à fait. agressif. Il y a le regard rouge, le fond de l'œil rouge et tout ça. Il y a pas mal de Effectivement, oui. signaux. Donc c'est impossible que les parents ne peuvent pas se rendre compte que leurs C'est enfants. impossible, oui. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc là, on passe carrément au volet répressif. Oui. Là, les lois, donc ça va jusqu'à la perpétuité. Donc pour tout consommateur de On parle bien de la loi qui a été modifiée. tout à fait, Très bien. tout à fait. Donc tout consommateur de substances psychotropes ou autres drogues, donc c'est une consommation, s'il est arrêté, c'est-à-dire s'il consomme, s'il détient ou s'il achète à titre personnel, il est condamné de 2 mois à 2 ans. D'accord. Ça, c'est à titre personnel. S'il emploie la force, c'est-à-dire la violence, la menace pour obtenir ces psychotropes. Oui. Parce qu'on les a vus, ils vont vers des médecins, vers des pharmaciens, ils tapent, ils cassent, ils sont en plein manque de drogue et tout ça. Donc là, c'est de 1 an à 3 ans, sans parler des amendes. Alors, si... Les amendes peuvent Elles commencent de 20 000, 50 000, mais ça va en crescendo, hein, vous allez voir. bien. Hein. Donc, c'est des... Alors, ensuite, là, on revient aux médecins. Ah ben oui. Aux médecins qui délivrent des ordonnances, donc des ordonnances fictives de complaisance, c'est-à-dire contraire à ce qui a été porté, c'est-à-dire des médicaments contraires à ce qui sont portés sur le répertoire électronique national. Donc ça va aller jusqu'à de 2 ans à 10 ans. Alors 10 ans de prison, moi je ne vous le conseille pas, et généralement, voilà, et ça peut être doublé si, par exemple, quelqu'un, c'est-à-dire travaille, elle peut aller de 10 ans de 20 ans jusqu'à 30 ans, si la personne travaille c'est-à-dire dans une société pharmaceutique, dans un hôpital, dans une administration, c'est-à-dire de santé publique. Un cadre de l'État. S'il est agent public et tout ça, ça peut aller jusqu'à 30 ans. S'il fait partie c'est-à-dire qu'il est nommé ou élu, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 30 ans. Alors, les personnes qui cultivent, donc, c'est-à-dire les pavots. De toute façon, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, alors lui, il est intransigeant lors de ses cadres, d'ailleurs, et les élus. Il dit que tout le monde passe à la casserole. Tout à fait. Donc, toute personne, c'est-à-dire qu'il soit médecin, pharmacien, qui est membre d'une association de lutte contre la drogue, donc qui est membre de l'établissement où s'effectuent les cures, parce que quand on parle de ces lois, c'est qu'on a vu des gens c'est-à-dire qui étaient complices dans ce sens-là. Ah ben oui. Voilà. De toutes les façons, quand on parle de drogue, quand on parle de toxicomane, donc il y a toujours une complicité quelque part. Tout à fait. Donc pour les personnes qui transportent, qui entreposent, qui fait le courtage, qui vendent, qui achètent et revendent, qui font les dealers, ce qu'on appelle entre guillemets et tout ça, donc peuvent aller leur peine jusqu'à 30 ans de prison ferme. Voilà, avec une amende de combien? Ah ben ça peut s'élever à des milliards. Hein. Donc, donc il faut être très très vigilant. Et quand c'est un groupe, quand c'est une association de personnes, plusieurs, c'est la perpétuité. De toutes les façons, c'est toujours une association. Hein, tout à fait. Parce qu'une seule personne ne peut pas opérer toute seule lors d'un trafic de psychotropes, de drogue et ainsi de suite. Donc, juste une toute dernière question, parce que là, j'arrivais pas d'ailleurs à avaler cette pilule depuis quand même quelques temps.
Donc, on a même vu un cas très... tout le monde a entendu parler de ce cas qui a été, d'ailleurs, qui a fait la une de tous les journaux, la presse écrite, les télévisions et ainsi de suite. Donc, c'était le pharmacien Al-Attaf, d'ailleurs, qui a fait un très grand trafic de psychotropes. Ce sont des millions. D'ailleurs, de psychotropes qui vendaient jusqu'à ici à Oran, hein, d'ailleurs. Tout à fait, il n'est pas le seul. Hein. Il y avait Acid Lehouari, je me rappelle. Il y avait Mostagana. Il peut choper de combien de... Actuellement, il peut aller jusqu'à 30 ans. Donc, ça va être... Mais maintenant, c'est des peines très élevées. Voilà. Et il y a certains pharmaciens, pour ne pas généraliser... Exactement. Moi, je respecte beaucoup les pharmaciens. J'ai même des amis qui sont pharmaciens. Ouais. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont tous des trafiquants. Non, les trafiquants sont dans tous les domaines. Non, pas du tout. Et des fois, ça travaille en famille. Voilà. Donc, les pharmaciens peuvent, c'est-à-dire, ils peuvent délivrer et vendre des psychotropes et des substances aussi, de drogue. Donc, sans ordonnance, en douce. Là, on voit, parce que certains pharmaciens qui débutent, sont tout jeunes, on les voit du jour au lendemain devenir milliardaires. Eh bien, croyez-moi, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont pharmaciens et pharmaciennes. D'ailleurs, elles me demandent, pourtant, c'est des amis qui me connaissent très bien, que je connais très bien. D'ailleurs, on a fait nos études ensemble depuis le primaire. Alors, croyez-moi qu'elles me demandent toujours des ordonnances quand il y a des médicaments un petit peu qui sont Les ordonnances fictives et de complaisance, ça se paye très, très cher. La personne, déjà, elle est radiée, elle va faire de la prison. Et croyez-moi, et quand on fait de la prison, généralement, le jugement est définitif et tout ça, la personne ne reste pas dans la prison, l'administration pénitentiaire ne reste pas dans sa ville. Elle va être transférée ailleurs. Ça va pour les parents, pour eux, c'est pas évident. Ouais. Bon, donc, il reste un point pour la coopération internationale. Pour la coopération internationale, l'Algérie, comme ça devient un crime transfrontalier, donc qui dépasse les frontières. Donc, l'Algérie a exigé des conditions, c'est-à-dire de toute personne pour coopérer avec un autre pays, quand il y a un trafic de drogue qui dépasse les frontières, de respecter les lois algériennes et de ne pas s'ingérer, c'est-à-dire dans la sécurité du pays, ni si le problème est de respecter l'ordre public, et que le requérant doit avoir une loi qui protège les informations personnelles. Voilà. Donc ça concerne, c'est-à-dire il y a même des conditions en matière d'entraide internationale. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, à la semaine prochaine avec un autre sujet qui nous concerne tous. Donc, on verra ça avec vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jamila Saber. Et là, vous allez rester avec nous parce que là, c'est un sujet qui est signé Selim Houari sur le centre de désintoxication de la wilaya de Temouchent. Et on se retrouve juste après avec le prochain plateau. كنت في الطريق كنت في الضمانتان اما مخدرات وكاع بس شغل بهاد الصوالح لقيت روحي ما بين ثلاث حيطان ما فاهم والو بين ثلاث حيطان يعني دخلت للسجن كنت مدمن طبيباشا ولا كلشي مهرس من الداخل وانا ما عابيش هرست روحي درك الحمد لله ريكوبيري تاني غايه. Ce sont des témoignages de jeunes qui se sont fourvoyés dans la dépendance à la drogue. Si les destins sont multiples et différents, le sort est le même, avec des conséquences désastreuses. طالب انا باش نتهنى من هاد الصوالح وبعد كاع المشاكل صاي مش بين الرياح. 13 عام في الادمان، من بعدها قعدت شغل خممت مع روحي، لقيت روحي مضرور. حاجه الاولى في الجيب ضيعت روحي، حاجه الزوجه مع الدار مشاكل في الدار. لا يعطيك الصحة طبيبة، وليت ندير مشاكل في الدار، مشاكل برا، حاجة تاع والو نتناربة. خممت باش نجي هنا للسونتر، جيت صافي 2 ans et demi، عامين ونص هكذا. Franchir le pas et trouver la volonté de se faire aider pour ensuite entamer une cure de désintox dans des conditions professionnelles. الخطوة الأولى نرحبوا به وعلى المبادرة الخطوة اللي دارها باش جا عندنا للمركز، لأنها تعتبر أول خطوة في العلاج. نعطيهم مدة للعلاج، بعد ذلك نتطرق لمعرفة الأسباب التي أدت به إلى الإدمان ومحاولة علاج هذه الأسباب بعلاج عن طريق جلسات نفسية، علاج سلوكي معرفي. فيما بعد ذلك نتطرق ونقوم بتوجيهه إلى الطبيبة. ديروا جلسات التحسيسية والتحفيزية، لونتروتيان موتيفاسيونيل، هذا هو الأساس نتاع التكفل بمرضى الإدمان أيا كان الإدمان.
كان إدمان على المخدرات أو الإدمان السلوكي، وبالتالي نكونوا ربحناه يدير الدواء نتاعه كما يلزم ويتبع الجلسات نتاعه ويحترم كل المواعيد نتاعه. Le centre de désintox de Ain Timouchent, une lueur d'espoir, œuvrant à sauver la vie à des jeunes qui ont sombré dans la drogue. Eh bien, moi, je commence toujours avec nos invités puisque c'est un sujet qui est très important. Donc, c'est la prise en charge psychologique du toxicomane ou alors des personnes addictes à la drogue, n'importe quelle drogue, de toutes les façons. Et là, on reçoit avec nous Madame Fatima Bessarraï. Alors, elle est médecin psychologue et membre de l'association de lutte contre la toxicomanie à Oran. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Très bien. Merci. Alors, votre sourire nous inspire confiance en tout cas. Merci. On a envie de venir vers vous. Hein? Merci. Très bien. Alors, en premier lieu, on aimerait bien connaître un petit peu quelles sont les missions de l'association de lutte contre la toxicomanie. D'accord. Donc, l'association, c'est ALT, Association de lutte contre la toxicomanie. Elle était créée déjà depuis 2013 ici à Oran. Par Dr Dahan Hassana, c'est un médecin, elle est médecin, voilà. Donc l'association, elle a été créée par le médecin-chef, déjà elle était médecin-chef de l'unité de prise en charge des toxicomanes à l'époque, en 2013. Et on a discuté du sujet que la prise en charge médicale, psychologique, elle est très importante, mais aussi l'accompagnement social, il est aussi primordial pour compléter la prise en charge des jeunes toxicomanes. Donc, la mission de l'association, elle a commencé déjà par la prévention primaire. On faisait des séances de sensibilisation dans les écoles, dans les CEAM, les lycées. J'allais justement vous poser la question, est-ce que vous faites de la sensibilisation? Oui, bien sûr. Donc c'est la base. Voilà. C'est les activités de base de l'association. Donc, dans les cités universitaires. En fait, aussi, on fait l'intermédiaire aussi entre les centres. On était déjà des thérapeutes au centre de soins en addictologie. Moi, j'ai fait déjà 5 ans dans le centre de soins en santé en addictologie. On va dire, oui, voilà. Et je suis depuis 2013 à l'association ALT. Et on fait la coordination et la collaboration avec les centres de soins en addictologie. On fait l'orientation et en parallèle, il nous fait l'orientation aussi les centres d'addictologie en matière d'accompagnement socio-professionnel, surtout pour les jeunes addicts aux substances et aux drogues en général. Très bien. Alors là, c'est en ce qui concerne l'association, l'ALT. Donc c'est une association qui prête main forte à ces personnes, à ces addicts de psychotropes, on va dire, de n'importe quelle forme de drogue. Et comment se fait justement la prise en charge de ces enfants? Alors surtout que ça peut aller de 10 jusqu'à 18 ans. Oui. Donc c'est un âge qui est très sensible, qui est très délicat. Donc, comment vous faites pour les sensibiliser pour aller se désintoxiquer? De quelle façon se fait la prise en charge? Les convaincre surtout. Voilà. Donc, la prise en charge à l'association, elle est basée surtout sur l'accompagnement psychologique. On fait surtout l'écoute psychologique vu que l'association, déjà, elle a été créée par des gens de terrain. Donc, donc on faisait l'écoute. On fait toujours l'écoute psychologique. Et aussi, en psychologie, on a ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Et c'est une thérapie psychologique. Elle est censée de motiver le patient d'aller vers le soin. D'accord, parce que c'est un peu compliqué pour le patient avec les échos de la cure et tout. Donc
toujours, il a peur, hein, même les parents. Hein. L'hospitalisation de 21 jours, c'est pas un truc facile. Ah, donc c'est juste une hospitalisation de 21 jours. Oui, oui. Mais ça dépend le cas. Hein. C'est pas tous les cas qui nécessitent la cure. Voilà, c'est pas tous les cas. Donc il y a des cas qui nécessitent la prise en charge en ambulatoire. Donc c'est les centres de soins en addictologie, ce qu'on appelle brièvement les CISA. D'accord, c'est connu terrain la santé. Donc les CISA, c'est des centres, c'est des petits centres. Les firmes, les psychologues, on trouve des psychologues qui font la prise en charge. Et médecin addictologue qui est formé en addictologie. Et même les psychologues qui sont formés, moi je suis formée en addictologie avec un diplôme d'État, hein, c'est un diplôme agréé par l'État. On a fait quand même une formation de 6 mois, de théorie et pratique. Voilà, c'est des centres spécialisés. Où se trouvent ces centres? Voilà, les centres, on a 2 centres ici à Oran, plus le centre de cure. D'accord. Donc les centres CISA, centre de soins en addictologie. On trouve un sur Aqid Lotfi, le PSP Sadiqiya. D'accord. C'est un centre qui se trouve à la polyclinique d'Arqawi Tayyib. D'accord. Et le deuxième, il est à Hayr Ouelem, à Yermourassen. D'accord. À la polyclinique. Et le centre de cure, il est à l'hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi. Voilà, c'est un pavillon d'hospitalisation. Donc vous avez les bonnes adresses parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas à qui s'adresser, vers où aller. Donc on peut toujours passer ce qui serait judicieux, c'est de passer par l'association de lutte contre la toxicomanie. C'est plus rapide et c'est mieux pris en charge, je crois. Voilà. Et en fait, parce que à l'association, on fait l'écoute, on écoute le malade, il est plus à l'aise qu'il soit direct orienté vers qu'il soit direct sur le centre de cure. Déjà, le centre de cure laisse l'orientation. Il faut qu'il soit accompagné par une orientation. Sinon, les centres de CISA normales, ils peuvent y aller directement. Il n'y a pas de souci. L'association, c'est plus social, hein, en fait. C'est familier, en fait. Voilà. Les gens, ils nous contactent par la page Facebook. Ils nous appellent parce que déjà, elle existe depuis des années, hein, quand même, depuis 2013. Alors, et là, quand vous me dites, justement, on vous contacte, ce sont les parents ou alors les enfants? Beaucoup plus les parents, pour être franche, parce que les parents, généralement, ils ne savent pas où y aller. Hein. C'est pour ça. Des fois aussi, il y a des parents, madame, qui voient un petit peu ce qui se passe, que leurs enfants ne tournent pas en rond, qu'il y a quelque chose qui cloche et tout, mais ils n'osent jamais aller vers, on va dire, ils essayent un petit peu de maquiller la vérité. C'est vrai, c'est une réalité, hein, en fait, parce que en psychologie, on appelle ça le déni des parents. C'est un déni. Et en fait, c'est pas facile pour les parents d'accepter le fait que son enfant est addict aux substances. Et c'est tabou aussi. Il faut pas nier ça aussi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est quand c'est tabou. Donc, et puis les enfants, ils sont encore en développement et là, ils sont attirés par tout ce qui est interdit. Voilà. Donc, il faudrait beaucoup plus leur discuter avec eux, peut-être. Il ne faut pas avoir aussi des sujets tabous. Parce que pour eux, dans leur tête, quand c'est tabou, c'est interdit. Donc, moi, je vais voir ce qui se passe dans cet interdit. Oui, malheureusement, on le dit parce qu'on ne discute jamais ce sujet avec nos enfants. Voilà. Et déjà, les séances de sensibilisation, on insiste que le sujet de la toxicomanie, des drogues, il faut qu'on le discute à partir de 5 ans avec nos enfants d'une façon indirecte pour créer déjà un lien de discussion, un lien de relation. Et les suivre surtout, et les surveiller.
Surtout Il faut ça, ouais. vraiment surveiller son Ouais. enfant. Parce qu'un enfant, une fois, comme on dit en arabe, تبلي عين وتحلي عين, et Oui. c'est ça. Mais si on a les deux yeux fermés, donc il vaut mieux ne pas leur faire confiance à 100% parce qu'il faut toujours être derrière. Oui. Donc, et là, juste une toute dernière question. Alors, comment se fait la prise en charge pendant la désintoxication? Actuellement, moi, je ne suis pas dans la désintoxication, mais j'ai fait un stage de 3 mois au centre de désintoxication. En fait, la prise en charge, elle est psychologique médicale par des psychologues aussi spécialisés en addictologie et des psychiatres dans l'hôpital psychiatrique. La prise en charge, elle est psychologique, des entretiens psychologiques, de l'écoute, de l'entretien motivationnel, la thérapie comportementale cognitive parce qu'elle est très importante. En fait, tout ce qui est addictologie, c'est aussi une addiction comportementale. Le jeune, il est très attaché par le comportement de prendre et de consommer la substance. Et cognitif, ça veut dire que le patient, il doit connaître des détails sur les drogues qu'il les consomme, sur l'effet et les symptômes des drogues sur sa santé psychique et physique. Et le côté des psychiatres, c'est les traitements, c'est le suivi médical du patient. Très bien. Alors, une toute dernière question pour vous. Alors, comment se fait le comportement justement des parents envers les enfants qui sont addicts? Il faudrait qu'ils s'y prennent de quelle façon? Parce que c'est difficile. Hein. Oui, c'est pas facile d'accepter. C'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, croyez-moi que j'ai remarqué que c'est la première barrière en fait dans la prise en charge des personnes qui souffrent de l'addiction. C'est la non-acceptation des parents de fait que l'enfant il consomme et aussi la consommation en elle-même. Donc, si on veut passer un message aux parents, accepter l'erreur. Parce que c'est une erreur. Hein. Oui. En fait, surtout à jeune âge, quand on parle des enfants de 13 ans, 12 ans, c'est une erreur. Donc, il faut corriger l'erreur et accepter l'enfant et l'erreur et essayer d'être impliqué dans le suivi, soit psychologique ou médical, hein, parce que on a vu des patients qui nécessitent juste un suivi psychologique. Ils arrivent avec la volonté, avec la motivation, avec l'implication des parents dans la prise en charge. Et toute la famille, bien sûr. Et même les amis, hein, ils jouent un rôle très important dans l'implication du suivi et de la thérapie. Parce qu'en fait, l'influence des jeunes, l'âge HADA, elle est très élevée. Il est très influencé, le jeune, par ses amis, par l'entourage et tout. Donc c'est important si voilà, il joue le rôle positif dans la prise en charge, ça sera génial, ça sera parfait pour faire sortir le jeune de cette problématique qui s'appelle addiction. Hein. Voilà. Donc, le conseil par la professionnelle, c'est Fatima Bessaray. Alors, je le rappelle que vous êtes médecin psychologue au sein de l'association de lutte contre la toxicomanie. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et merci pour vos conseils. Donc, ce qu'elle nous conseille, c'est donner beaucoup d'amour à ses enfants et puis garder les yeux grands ouverts. Il faut être toujours derrière eux et quand on a de l'amour, eh bien, on ne trouve que de l'amour. Quand il y a que l'amour, eh bien, c'est une chanson interprétée par Hanan et on se retrouve juste après. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour,
quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. When we have only love, eyes only reason, eyes only song, and only من أصحاب كان تاني يا نان يا ناس أجلي تجوشي سرى من تفدي من أصحاب كان تاني يا سيلة الزمن إلى هموم ندوني quand on n'a que l'amour à offrir à cela dans l'unique combat que de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. When we have only love to talk to canon and just the only song to confess the day. Alors, sans ça pour rien que la force d'aimer nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Une très belle reprise de Jacques Brel. Quand on n'a que l'amour, eh bien, on a l'amour des parents, l'amour de la patrie, alors donc et l'amour pour les bonnes choses, voilà. Donc et là, on commence, c'est-à-dire on continue, on va dire notre lancée lors de ce Bonjour d'Algérie. Eh bien, il sera question aujourd'hui de parler d'une journée d'études sous le thème l'intelligence artificielle. Quel avenir? Eh bien oui. Voilà, alors cette journée qui s'est passée le 2 mai à Mostaganem, donc organisée par la radio de Mostaganem, la direction de la culture de Mostaganem, la bibliothèque principale de Mostaganem et le forum des journalistes. Eh bien, pour en parler, nous avons avec nous professeur Karim Shaba. Alors lui, il est professeur d'informatique à l'université de Mostaganem. Donc, et beaucoup plus, vous avez présenté une communication sous le thème l'intelligence artificielle et ses applications modernes. الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الحديثة. Je ne me suis pas trompée, j'espère. Tout à fait. Bonjour. Bonjour Imen, bonjour à tous les spectateurs. Bienvenue. Je vous remercie pour l'invitation. Et merci d'avoir accepté la nôtre. Avec plaisir. Alors, avant de commencer et de parler de ce que vous avez présenté, on va dire, de l'intelligence artificielle, déjà, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? En fait, l'intelligence artificielle, qu'on appelle communément IA, est un des domaines de l'informatique qui vise à développer des machines qui soient capables de raisonner et de se comporter comme le fait l'être humain. Et cette discipline, en fait, s'appuie sur d'autres disciplines antérieures, telles que les sciences cognitives et la psychologie, donc qui s'intéressent à tout ce qui est fonction cognitive de l'humain, comment l'humain perçoit une information, comment il va la stocker, comment il va l'analyser. Et l'idée, c'est justement d'essayer de s'inspirer de cette discipline-là pour créer des modèles
qu'on va introduire des machines et pour que la machine derrière puisse raisonner comme le fait l'être humain. Et concrètement parlant, par exemple, on a développé en informatique, on y a plus particulièrement des modèles qu'on appelle des réseaux de neurones qui s'inspirent des réseaux de neurones du cerveau humain. Ce sont des réseaux de neurones biologiques. Et ces réseaux de neurones artificiels sont capables justement de prendre des décisions et de reconnaître des objets. C'est-à-dire on leur présente des images et sont en mesure de dire Est-ce qu'ils peuvent se comporter comme l'humain? C'est ça, en fait, c'est ça l'objectif. Et par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un chat qui est apparu ces dernières années, ces derniers mois plutôt, qui s'appelle ChatGPT. Et ce chat, en fait, on lui pose des questions dans n'importe quel domaine, en arabe, en français, en anglais. Il est capable de nous donner des réponses assez satisfaisantes à la fois sur le fond, mais également sur la forme. C'est-à-dire, il exprime de telle façon ce qu'on se demande, est-ce que derrière ce ChatGPT, il y a un humain? Ça doit être un humain. Voilà, mais au final, c'est la machine. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça, en fait, si je continue dans la définition de l'IA. Ça craint, non? Voilà, il y a une certaine crainte. Voilà, on va revenir sur ça tout à l'heure, mais il y a une certaine crainte, effectivement. Mais par contre, il y a d'autres travaux qui s'intéressent pas, en fait, qui ne vont pas s'appuyer sur les sciences cognitives, mais ils vont s'appuyer plus sur les mathématiques, la logique et les statistiques pour essayer de développer des comportements, peut-être on va dire rationnels. Et qu'est-ce qu'un comportement rationnel? Si je prends l'exemple d'un avion, l'avion, en fait, il va voler de façon rationnelle, mais il ne va pas voler de la même façon telle que le fait un oiseau. Donc, mais par contre, il va s'appuyer sur d'autres techniques. Et c'est ça l'idée. L'autre aspect de l'IA, c'est également de s'inspirer des travaux de la mathématique et logique pour produire un comportement qui soit à la fois cohérent et objectif. Très bien. Alors, quels sont les domaines d'application? Les domaines d'application de l'IA sont divers et variés. Ça touche pratiquement tous les domaines. Donc, ça touche notamment la santé. Actuellement, on développe des algorithmes et des méthodes qui permettent de faire la diagnostic médical. Effectivement, oui. Et de prédire également des maladies à un stade très précoce que même l'humain aura difficulté à détecter oui. à travers notamment des IRM, etc. Donc même avec l'ENU, on aura un peu du mal à identifier et prédire et diagnostiquer ces maladies, mais la machine arrive à le faire. Justement. Voilà. C'est inquiétant. C'est inquiétant, voilà. justement. Donc inquiétant. On a des craintes, donc c'est inquiétant. Voilà. Voilà. Il y a d'autres domaines d'application tels que l'éducation. On a développé des environnements qui s'appellent des LMS, en anglais, c'est Learning Management System. Ces environnements sont capables de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage pour l'être humain, donc, et avec une certaine personnalisation, c'est-à-dire qu'au lieu de donner le contenu pédagogique à tout le monde, on va prendre en considération les besoins de chaque individu et lui proposer un contenu qui est adapté à ses besoins, et ses compétences et ses connaissances. On a également d'autres domaines qui est assez connu, qui est la robotique. Et ça touche pratiquement tous les secteurs d'activité, le transport, l'économie, la santé. Par exemple, en transport, actuellement, on développe dans les pays développés ce qu'on appelle des voitures intelligentes qui sont capables de se conduire de façon... Effectivement, oui. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, il y a même, d'ailleurs, ça a fait un tabou dans les pays asiatiques. Ils ont même conçu des voitures pour éviter les circulations et conduite par des machines. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Franchement, en fait, ça a des avantages, mais elle a également des inquiétudes. Désavantages. Mais en tout cas, je pense que par rapport aux inquiétudes, je pense qu'il faut essayer d'accompagner cette IA, parce que je pense qu'on ne peut pas la contourner, parce qu'il y a plein de travaux justement qui se font dedans. Ça a beaucoup d'avantages, mais ça a également une certaine crainte qu'il faudrait qu'on arrive justement à essayer de prédire et de... Très bien. Alors avant de continuer avec vous, donc, je vous propose de suivre ces sonores qui ont été faits par Selim Skandar, qui était sur place le 2 mai. Donc, on revient un petit peu en arrière. Et on se retrouve juste après. في إطار اليوم الدراسي الموسوم بالذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، هناك مداخلة بودي أن أقدمها الأمسية، والأمسية تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتعطير القوانين المنظمة له، لأنه كما تعلمون أن الذكاء الاصطناعي
شهد العالم تحول كبير في مجال التكنولوجيا، الإعلام والاتصال والرقمنة وما إلى ذلك من غيره، فبالتالي كان لزاما على الدولة مسايرة هذا الزحم وهذا الذكاء الاصطناعي، مسايرته بخصوص من ناحية القوانين. هل هناك قوانين كافية لتنظيم مثل هذا الذكاء الاصطناعي؟ وما مصير الصحفي إن صح التعبير، وما مصير الصحفي في ظل هذا التحول الرقمي؟ هناك مخاوف كثيرة. بقدر ما هو ناجع ويسهل عملية الرقمنة والوصول إلى المعلومة للجمهور والفئة المجتمع، بقدر ما يطرح عدة مخاوف مقارنة بالصحفي التقليدي. ربما وكأن هذا التطبيقات الذكاء الاصطناعي تنافس الصحفي الذكاء البشري، حتى وإن كان الذكاء البشري يفوقه من ناحية التفكير والمنطق. أصبح الذكاء الاصطناعي يحل محل الإنسان، إنسان آلي. ثورة في هذا المجال، أصبح إنسان آلي يفكر وينطق ويتحرك. وبالتالي هناك بعض الدول طرحت فكرة تخوف الصحفي إن صح التعبير من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكأنه سيحل محله. ولكن حتى وإن كان هناك خلاصة مفادها أنه بقدر ما هناك تفوق في مجال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا يمكن أن يستغنى بتاتا عن الصحفي التقليدي، لأنه هو يؤطر العملية وهو الذي يراقب وهو الذي ينقح المعلومة إن صح التعبير. ولذلك هذه هي الإشكالية، ما مدى نجاعة الذكاء الاصطناعي في ظل التحول الذي يشهده العالم اليوم. أنا أعتقد أنها مقاربة عمل تشاركية، أن نعالج اليوم هذا الموضوع يعني الذي ربما يهم الإعلاميين ويهم أيضا الطاقات الشابة التي تنشط ربما في مجال الإعلام الجديد والميديا الجديدة، تنمية الذكاء، المهارات، القدرات البشرية، الإبداع، بناء رؤية جديدة في الممارسة الإعلامية، في ممارسة مختلف مهن الصحافة والإعلام وحتى التلفزيون والإذاعة. أعتقد أنه الموضوع يعني استراتيجي، وتنمية الذكاء في الوسط الإعلامي أيضا هام جدا، لأنه الإعلام صناعة. ونعتقد الموضوع يعني هام من خلال هذه المحاور الأساسية، يعني أن نتحدث اليوم عن الإعلام من باب أنه صناعة، ونتحدث عن الإعلام من باب أنه أيضا ربما مسار عنده علاقة بالإبداع، بالقدرات أيضا الإبداعية لدى الطاقات المهنية البشرية. أعتقد أنه موضوع استراتيجي ومدخل أساسي لفتح نقاش حتى وطني يهم حتى وزارة الاتصال، وإن شاء الله ربما يوفق الأساتذة اليوم إن شاء الله في إصدار يعني مخرجات وتوصيات هامة ترفع أيضا إلى الجهات الوصية. ونحن رانا موجودين سواء كأساتذة وكإعلاميين لربما مناقشة هذا الموضوع، أيضا تحريك هذا المسار يعني بكفاءة عالية إن شاء الله. Eh bien voilà, l'intelligence artificielle qui reprend le dessus. D'ailleurs, j'étais en train de discuter avec notre invité où je lui ai dit, d'ailleurs, il y a même des aspirateurs qui sont programmés et puis qu'on lâche tout seul. Il fait le ménage tout seul et il y a même des machines qu'on programme. Je veux par exemple de la béchamel et hop, il te prépare la béchamel en 2-3 mouvements. Donc, il prépare aussi tout un repas. D'ailleurs, en même pas 1 heure, alors que nous, quand on rentre en cuisine, c'est pratiquement toute la journée pour préparer tout un repas. Donc, et ça, moi, je pense qu'il y a des craintes quand même. Hein. Tout à fait. Non enfin, oui. C'est comme toute technologie. En fait, la technologie, c'est un outil, un moyen. Exactement. Et donc, on peut utiliser avec certains avantages et également on peut l'utiliser pour des inconvénients, en tout cas des craintes qui peuvent être Et pouvons-nous avoir de vraies craintes, on va dire, contre cette... En fait, les craintes, il y en a par exemple la menace sur l'emploi. Si on arrive à remplacer les opérateurs humains par des opérateurs automatiques qui s'inspirent et qui utilisent de l'IA, la crainte c'est qu'on risque d'avoir très peu moi je risque pas parce que finalement pour présenter des émissions, il faut toujours des animateurs, des animatrices, donc ça va. Non, il y a des agents conversationnels qui sont capables et voilà. de produire. Et voilà, c'est le professeur en informatique qui nous le dit d'ailleurs. Voilà. Si vous tapez agent conversationnel, en fait c'est des robots qui se comportent comme un humain, ils arrivent justement à produire un langage assez élaboré. Mais bon, mais toujours est-il, voilà, par rapport les craintes, c'est qu'on perd peut-être aussi tout ce qui est affect et émotion. Quand on s'adresse à un humain, il y a effectivement le contenu d'échange qu'on va avoir avec lui, mais il y a également tout ce qui est affect, émotion. Et ça, peut-être le fait de s'adresser à des machines, peut-être il n'y aura pas cet affect et ça risque d'être problématique, plus particulièrement par exemple tout ce qui est apprentissage, notamment. Une autre crainte, mais cette fois-ci elle est très très importante, c'est l'usage des données. Parce que l'IA, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, elle va prendre des données pour produire des connaissances et prendre des décisions. Et les données sont issues
des interactions qu'on va faire un humain avec les environnements numériques. Et le risque, c'est que ces données qu'on va produire nous en tant qu'utilisateurs risquent d'être utilisées par d'autres personnes. Et du coup, il y a la vie privée et la protection des données. Donc, est-ce qu'on pourrait tolérer que ce que je fais sur Facebook, YouTube, etc., et donc, ce que je vais générer comme données sera utilisé par des firmes derrière pour faire tout ce qui est la publicité ciblée, pour essayer un peu peut-être de m'orienter par rapport à la politique, par rapport à là, choses. vous me tendez une très belle perche, d'ailleurs, quand vous me dites que c'est vrai, c'est l'intelligence artificielle. Des fois, on a l'impression qu'elle est plus intelligente que l'humain. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'humain qui l'a fabriqué. D'accord ? Donc, est-ce qu'on peut dire que l'homme, c'est lui, il se braque contre lui? Parce que c'est lui qui a fabriqué cette intelligence. Voilà. En fait, au final, c'est l'homme qui devrait maîtriser tout. Voilà. Et c'est ça, enfin. Mais l'avantage peut-être de la machine, c'est qu'elle est capable de faire de faire un certain nombre de calculs assez important, voire très important en si peu de temps. Voilà. Donc il n'y a pas de problème d'oubli, il n'y a pas de problème de mémoire, il n'y a pas de problème de vitesse d'exécution. Donc ça, c'est l'avantage aussi de la machine. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, il faut qu'on arrive à contrôler cette évolution, mais pas la nier, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Exactement, oui. Actuellement, avec le développement des outils smart et de la 5G qui va venir à grands pas, donc on n'aura pas le choix. De toute façon, l'IA sera utilisée, omniprésente dans tous les domaines. Et la façon la plus intelligente, c'est essayer de l'accompagner au lieu de la nier de toute façon, parce qu'on ne pourra pas effectivement on ne peut pas le nier. Non, c'est impossible. Donc, en fait, c'est un mouvement, c'est au niveau mondial que ça se développe. Oui. Et pas uniquement au niveau local qu'on va pouvoir Et en plus, ça se déplace avec... ça se développe avec une telle rapidité qu'on n'arrive même pas à la rattraper d'une certaine façon. Donc, on essaye un petit peu de se mettre au diapason de cette tout à fait. Si je prends juste l'exemple de la 5G qui va venir, en fait, la capacité de transmission des données, on va atteindre assez rapidement les 20 gigaoctets par milliseconde, c'est-à-dire une quantité d'informations très très importante en très peu de temps. Et du coup, ce qu'on va générer comme données va aussi contribuer au développement. Alors, il va falloir que l'humain soit plus intelligent que cette intelligence artificielle. J'espère que c'est le cas. Et de toute façon, c'est le cas. On espère. Voilà. Oui, l'avenir nous le dira, de toutes les façons. Merci beaucoup, professeur Karim Shaba. On le rappelle que vous êtes professeur à l'université, professeur d'informatique à l'université de Mostaganem. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et la porte de la télévision algérienne est grande ouverte pour vous, pour tous les professeurs dans tous les domaines. Je vous remercie pour l'invitation. Très bien, merci à vous. Alors, toujours le mois du patrimoine qui va se clôturer le 18 mai. Eh bien, je vous propose un sujet signé Camélia Hamoum sur Chedda de Mostaganem. Et on se retrouve juste après avec le prochain plateau. La chedda mostaganémoise est un cafeton traditionnel en velours et en fil d'or, orné de perles, de colliers en or, de la mesquilla et d'un foulard au tissage doré, accompagné d'un oiseau qui symbolise le mari cherchant sa moitié. Le patrimoine تاعنا كيقول العروسة مستغرمية قال شدة تاع الشاشية والمقافل والسلطاني. سي كيك شوز في اونور والله. حاجة شابة، حاجة ما حقهاش تضيع. الإنسان يحافظ عليها ويحكي عليها لولادهم. جيبي عروسة ماشي مصغرمية، دخلي لها هذه قولي لها بنتي حنا مصغرميين، لازم ديري هذه ونديرها لك وخرجك خراجة. توجور هذا الشدة اللي توجور اللي بريزونت توجور في حياتنا. هذا الشدة مزيج من الأندلس والعثمانيين. دونك صافي دي سيكل اي دي سيكل، وهذا اللباس تاعنا التقليدي اللي راهي تزين به العروسه جوسكا ماتنا.
يعني من عاداتنا وتقاليدنا لولاية مستغانم أن العروسة في المحضر تاعها ما يحكمولهاش شعرها، يديروا لها السوالف بالحاشية الحمراء، والحاشية الحمراء هي رمز للمحبة. Chaque détail est minutieusement décoré et chaque pièce de ce chef-d'œuvre a une symbolique exprimant l'élégance de ce patrimoine vestimentaire. وكاين الطير المحجر كي سيمبوليز لو ماري ان شاء الله، وهذوك الرعاش اللي نستفوهم منا ومنا ادغوات يا غوش، كما يقولوا بكري يقولوا لك الجنان وين الزوج يحوس على الزوجه الصالحه لا فامي ديال باش يسيبها في لافلور روج. الاختلاف في اللباس، جابادوري اللي راني لابساتو، كاين فريمله، بلوزة المنسوج، وقوية الزرماطي اللي راهي لابساتو، والملحفة. Un héritage soigneusement sauvegardé par les familles mostaganémoises et qui honore le patrimoine culturel algérien. Un très joli sujet signé Camille Hamoum d'ailleurs avec la Chedda de Mostaganem, donc qui rejoint aussi, on va dire, la splendeur et la beauté de la Chedda tlemcenienne et bien sûr la Chedda oranaise qui a aussi sa spécificité. Donc chaque Chedda a sa spécificité de chaque région. D'ailleurs, il y a même Chedda du côté de l'Est algérien, donc, mais ça a aussi sa spécificité, sa beauté. Alors c'est un costume royal qui rend les femmes algériennes magnifiques. Déjà, elles sont très belles, mais qui voilà. Donc, pour parler toujours du mois du patrimoine, nous recevons avec nous M. Djilali Taharaoui. Alors, lui, il est professeur à l'université d'Oran, Mohamed Boudiaf. Non? Oui. Oui, Mohamed, voilà, Mohamed Boudiaf, donc département d'architecture. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va? Moi, je suis très bien. contente d'avoir sur le plateau des architectes. Alors, je ne sais pas pourquoi. Merci. Je vous en prie, parce que les architectes, d'ailleurs, ils font à la préservation du patrimoine et aussi ils ont une certaine connaissance lors des sites historiques, puisque aujourd'hui, il y aura le lancement de Oran, voilà, guide architectural. Voilà, donc Oran à travers ces monuments historiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce chef-d'œuvre, on va dire, d'ailleurs qui se rejoint à tant d'autres? Donc bonjour Iman, Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir donc d'être aussi chez vous. Le plaisir est partagé, vraiment. Dans une belle ambiance détendue où vraiment on échange sur des sujets qui nous intéressent et qui nous importent beaucoup. Sur le guide, on ne parle pas uniquement c'est ça la différence, pas uniquement des monuments historiques, mais nous avons repéré aussi certains bâtiments emblématiques et certains bâtiments qui ont de l'importance pour la ville d'Oran. Et je dois dire tout de suite que le guide n'est pas exhaustif, c'est-à-dire Oran recèle de beaucoup plus que ça. C'est-à-dire ici, nous n'avons pas uniquement les bâtiments historiques. Ça, c'est le premier guide d'ailleurs, des sites historiques. Je parle de sites historiques, je ne parle pas de guide en général. Oui. Mais en termes d'architecture, c'est un guide qui regroupe à la fois les sites historiques, mais aussi certains bâtiments de référence. Oui. Vous allez vous y trouver, par exemple, le bâtiment de la télévision algérienne. Voilà. Ah, c'est pas un site historique. Ce n'est pas un site historique, mais c'est un bâtiment qui est important dans le paysage urbain de la ville d'Oran. Oui. Et voilà, donc ça c'est un travail fruit d'une belle collaboration. Une collaboration historique dans le temps, j'expliquerai pourquoi, et aussi une collaboration entre 3 architectes oranais. Ceux qui connaissent vraiment Oran. D'ailleurs, ils ont raison, nos aïeuls, quand ils disent que pour découvrir une ville, donc ils ne se sont pas trompés de toutes les façons. Et là, d'ailleurs, il y a
une petite présentation d'ailleurs de ce qu'il y a dans ce livre. Donc dans un petit moment, je vais vous montrer quelques photos. Alors d'ailleurs, je suis tombée sur des photos magnifiques. Donc il y a les monuments ottomans et espagnols, il y a les styles historiques, il y a le style Napoléon III, il y a l'art déco, les ruptures urbaines et l'architecture moderne d'Oran. Donc et là, je suis tombée sur d'ailleurs un passage que j'adore. Oui. Qui est à Sid El Houeri. Oui. Alors, tiens, je vais vous poser la question. Alors, lequel? Je ne sais pas, ça c'est votre chose. Je pense la porte de Canastel, non? Exactement, avec la place Boudeli Hasni. Absolument. Donc, c'est la place Kléber. Donc, et impossible qu'un Oranais ne connaisse pas ce lieu. Donc, d'ailleurs, on voit ici la porte de Canastel. Alors, vous me corrigez si je me trompe. Donc, et quand on passe, alors ça c'est pour vous, chers amis téléspectateurs qui nous suivent au Bonjour d'Algérie, puisque c'est le mois de patrimoine. Donc quand on rentre dans cette porte de Canastel, l'une des portes les plus importantes d'Oran, donc ça c'est un passage, pas juste un passage, parce qu'il s'appelle la rampe de Madrid. Oui. Donc ça c'est une rampe. Donc il faut faire très attention que ça fait partie de l'histoire d'Oran. Absolument, d'autant plus que la porte de Canastel se situe juste devant un pont, parce qu'il faut dire que dans l'histoire, le boulevard que nous voyons maintenant, Khadim Mustafa, le boulevard, c'était le lit, et le boulevard est construit sur le lit de Oued Rahi. Donc c'était l'ancien Oued. Cette porte était en face d'un passage, d'un petit pont, qui reliait Oran, la vieille ville d'Oran, vers la périphérie à l'est. Effectivement. Et la périphérie, la première agglomération à l'est, c'était Canastel. C'est pour cela qu'on l'appelle porte de Canastel. Vous avez de l'autre côté d'autres portes de l'ancienne ville d'Oran, la porte de Madrid, direction de Madrid, la porte de Tlemcen, voilà. Exactement, oui. Alors, quelles ont été les étapes par lesquelles ce guide est passé afin de voir le jour? Oui. Justement, en plus de ça, il est très beau. J'avais souligné tout à l'heure que le guide était le fruit d'une belle collaboration, donc dans l'histoire d'abord. Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Jeune étudiant, moi j'ai eu à lire ce guide architectural d'Oran, qui a été fait à l'époque par 3 enseignants, architectes enseignants, qui ont été nos enseignants, donc c'est des coopérants. On a les noms ici. Et ce guide nous a marqué, c'est-à-dire il a marqué plusieurs générations d'architectes et d'étudiants. Et il a été aussi utilisé comme référence dans certains ouvrages qui parlent d'Oran. Mais malheureusement, ce guide, regardez, il est sous format, c'est un polycopié. Il a été édité en 1986 avec les moyens de l'époque. Avec le temps, regardez même les photos, avec le temps, ce guide a commencé un petit peu à perdre de sa qualité de présentation d'un côté, et de l'autre côté, il devenait très très rare. Donc, avec mes amis et complices, Mohamed Amin Taïbi, architecte enseignant à l'ISTO, et Omar Smaïn, architecte collaborateur à l'agence ATP que je dirige, et qui édite la revue Medinati. Dans la même lignée de la publication et dans les mêmes objectifs de la ligne de Medinati, nous avons jugé nécessaire qu'il était temps de reprendre le guide. D'abord, l'idée principale, c'était de le reprendre tel qu'il était. Mais il fallait commencer par prendre les photos. Et qui mieux que Amin Taïbi actuellement pour prendre des photos sur Oran. Amin Taïbi est architecte. C'est dommage, on aurait aimé le recevoir sur le plateau, mais dans d'autres occasions, pourquoi pas? Dans d'autres occasions, il se trouve qu'aujourd'hui, il a des obligations. Il a des obligations. Occupé, mais j'espère avoir à présenter le guide avec vos collaborateurs, ça aurait été mieux, non? Absolument. D'ailleurs, nous venons de présenter le guide à 2 reprises. La première présentation a été faite à l'USTO
parce que c'est l'ISTO c'est l'université ISTO donc, qui est d'abord qui nous accueille et aussi c'est notre université, c'est là vraiment. Et tous les 3 architectes ont été étudiants à l'ISTO. Voilà. Mais je suis le plus âgé. Donc, moi, j'ai eu à connaître l'un des auteurs, M. Gilles Chambon. Et à l'occasion de la réédition, nous avons invité Gilles Marchand. Alors, attendez, on ne peut pas vraiment s'étaler parce qu'on risque de vous couper. Absolument. Voilà, donc il faut rester dans on va dire, dans Oran, guide architectural. Donc, combien de temps ça vous a pris afin de clôturer, on va dire, et mettre en place la sortie de ce guide? Pour parler franchement, l'idée, le projet est ancien. Mais nous avons réellement commencé effectivement le travail en 2019. Quand on a discuté, Amin Taïbi et moi, sur la nécessité, on s'est mis d'accord donc de reprendre le guide. On a commencé par faire un repérage sur la ville. Repérage et un travail de fond aussi. Oui, bien sûr. Repérage, actualisation. Mais il fallait commencer par les photos. Donc, voilà. On a fait tous les deux. Donc, on a fait on a fait la ville d'Oran en 2010. On a commencé à le faire en 2019. Donc, c'était généralement les vendredis matins où il n'y a pas beaucoup de circulation, beaucoup de monde, oui. Où les façades étaient dégagées et on dépendait beaucoup aussi de la météo. Il fallait avoir l'éclairage nécessaire. Et là-dessus, Amin Taïbi est exigeant. Exactement. Parfois, ça lui est arrivé d'aller sur un endroit 4 fois par jour. C'est-à-dire le matin. Oui. Le matin, on le faisait ensemble. On prenait quelques prises. Et l'après-midi, il revenait pour... Ça a dû être très difficile parce que non seulement les photos, mais il faut aussi faire un travail de fond sur l'histoire de ces immeubles, l'histoire de beaucoup de... C'est-à-dire, on va dire, vous avez dû traverser cette ville à travers ces époques aussi. Absolument. Il y a eu aussi un travail... Et elle est belle, Oran. Hein? Ah oui, on ne le dira jamais assez. D'ailleurs, nous commençons le guide ici par dire que Oran est une ville particulière et singulière, oui. Mais elle ne bénéficie pas de beaucoup de publications comme d'autres villes méditerranéennes. Exactement. Et voilà. Et nous proposons ce guide pour prendre sa place. À côté c'est un guide architectural. À côté de certaines publications dont a bénéficié Oran dernièrement, les dernières années. Il y a eu quelques publications. Oui, quelques publications, mais pas un guide des sites historiques. Hein. Ça a été des guides architecturaux. Ça, c'est un guide architectural. Absolument. Sur l'architecture qui existe à Oran. Donc, Oran, donc, il sera mis en vente quand ? Bon, déjà, on a organisé donc deux conférences avec vente dédicace, parce qu'il y avait M. Gilles Marchand, l'auteur du premier guide, avec ses collègues, et en présence des 3 auteurs. On a fait une conférence à l'USTO et une deuxième conférence à l'Institut français. Et depuis aujourd'hui, le guide est disponible. Pour le trouver ou le commander, il faut saisir le site de Medinati et faire sa commande. Et c'est une livraison à domicile pour le moment, avant qu'il ne soit disponible dans toutes les librairies. Parce que nous avons 3 distributeurs conventionnés. Il coûtera combien? Le prix est mentionné sur la... Ah oui, oui, 2000 dinars, c'est un prix qui est très raisonnable pour ce que contient comme information, comme photo, comme travail de longue haleine, d'ailleurs, pour arriver à sortir ce guide Oran, guide architectural. Mais avant de vous libérer, donc j'ai envie de lire justement Oran, ville singulière par la particularité de son site et riche par la diversité de son patrimoine, bâti, stratifié par la succession de plusieurs occupations qui ont été jalonnées et qui ont jalonné aussi son histoire. Oui. Ça, c'est très joli et c'est très beau. Donc, c'est pour ça que je voulais partager ça avec nos téléspectateurs qui nous suivent et qui sont fidèles au Bonjour d'Algérie. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Oui. Une petite... parce que dans l'objectif donc, de cette publication, c'est participer à la sensibilisation de la recherche de la ville d'Oran, mais pas que.
aussi attirer l'attention. Parce que tous ces monuments, tous ces bâtiments qui nous plaisent maintenant, pratiquement, sont menacés. Et c'est comme ça que vous trouvez, par exemple, au niveau de certaines pages, nous montrons que il y a nécessité, par exemple, pour la mosquée du Pacha, nous donnons un petit historique sur la mosquée. Il faut faire vite, hein, oui, parce que là... Nous donnons un petit historique sur la mosquée, avec une image, mais en même temps, en conclusion, nous disons qu'il faut le prendre en charge. Il faut vraiment prendre en charge. Voilà, il ne faut pas laisser les sites historiques se détériorer. Donc ça doit être un appel indirect au ministère de tutelle, donc qui nous regarde certainement. Et aux autorités locales aussi. Et aux autorités locales. Pendant le mois du patrimoine. Pendant le mois du patrimoine, voilà. Oui, effectivement, et c'est très important d'ailleurs, surtout que Oran est considéré comme un musée à ciel ouvert. Ça, c'est Wahran. Oui. Voilà, et je suis fière d'appartenir à cette ville, que je suis originaire de la ville d'Oran, je suis née avec mes parents, etc. Donc, et là, je pense que je vais l'offrir à ma sœur qui, elle, est architecte et elle est passionnée de patrimoine. D'ailleurs, vous la connaissez très bien. D'ailleurs, elle a fait même guide des monuments historiques. Donc ça, c'est pour toi, Ilham. Je vais l'acheter. Voilà, je vais être la première à acheter peut-être ce guide. Très bien. Donc, et là, une petite pause musicale qui s'impose et on se retrouve juste après. When the night has come and the lake is dark and the moon and the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. You stand by me. Stand by me. Oh, stand by me. By me. Oh, stand by me. Tu as quel âge? Ben voilà, moi je commence toujours parce que là, on reçoit une championne qui a hissé le drapeau algérien haut lors du championnat mondial d'une discipline, alors une discipline qui est très rare et peu connue en Algérie, on va dire, mais qui commence à se répandre à travers nos jeunes, puisque nous avons une jeune championne de 17 ans. Alors je vais commencer par elle, je suis désolée monsieur, mais je commence par la championne, c'est mademoiselle Fatima Boudouma. Alors elle est championne mondiale. Alors elle nous a ramené que des médailles. Alors la médaille d'or, médaille de bronze et médaille d'argent. C'est ça, je me suis pas trompée. صباح الخير. صباح الخير. Ça va؟ لاباس. مرحبا بك. الله يسلمك. درتي حالة؟ باينة الجيري. 1, 2, 3. يفعل الجيري. Ah, alors on va recevoir, d'ailleurs, bon, après la présentation du président du club de Kempo à Oran et membre de la fédération algérienne de Kempo, bonjour, c'est monsieur Mohamed Ben Ali. Comment allez-vous? Alhamdulillah. C'est toujours un plaisir parce que la dernière fois, vous nous avez ramené un champion et aujourd'hui, c'est une championne. Alhamdulillah. وهران بلد الأبطال. بلد لي شامبيون موطن. C'est pas nouveau, hein, ماشي حاجة جديدة. Alhamdulillah. Très bien. Alors, Nasrallah, on va demander à Nasrallah notre script aujourd'hui. Alors, on vous a dit, essayez un petit peu de nous égayer ce plateau parce qu'il est vraiment bien égayé par une médaille. Non?
Alors, la chanson qu'on va dédier à la championne du monde. S'il vous plaît, la chanson. Alors, allez-y. Ah ben, on essaye. D'accord, ok. Alors, قالوا لك نعطيهم 10 secondes باش يديروا لك la chanson en cadeau pour ce que tu nous as ramené d'ailleurs. Avec ça. Donc, on parle un petit peu du club. هضرنا شويه على هذا le club تاع Campo. D'ailleurs, c'est une discipline qui est méconnue. D'ailleurs, c'est un combat à main nue, discipline de développement physique et mental et d'autodéfense. بون لو كامبو سي ان ار مارسيال ديجا العام اللي فات كنا عرفنا به الجمهور الوهراني. الحمد لله هذا العام راه انتشر هنا في وهران. ونعطيكم غير نبدا على هذا السبور. سي ان ار مارسيال لي زوريجين تاعه سي لاشين، ومن بعد انتشر في اسيا، في اوروبا، في امريكا، وحتى هنا في افريقيا. وصلنا هنايا في الجيري في لي زاني 70 اكزاكتومون في بالتحديد سنه 1976. quand même il y a quelque temps. وي بزاف. بار ليكسبير المرحوم احمد طيبي اللي حل صال في بلديه فوكا في تيبازا. ومن بعدها بدا ينتشر هذا السبور هنا في الجيري. فيه يتميز انه فيه شموليه، فيه شحال هو سبور بصح فيه شحال من سبيسياليتي. نعطيكم لي سبيسياليتي تاعه. عندنا لو كاتا، لو سيلف ديفونس والكوميتي. Alors, et Fatima, elle est spécialiste dans quel الكوميتي. d'accord. الكوميتي هذا ثاني فيه صادر هذا لو كاتا صادر كل سبيسياليتي فيها دي سبيسياليتي. باسكو باغ اكزومبل عندنا الكاتا فيها كاتا افيك ارم مي سون ارم. عندنا سيلف ديفونس 1 contre 1 et 1 contre 3. وعندنا الكوميتي فيه بلوزيير سبيسياليتي، من بينهم لي سبيسياليتي اللي شاركت فيهم الرياضيه تاعنا بودوما. عندنا لو سيلف ديفونس، سوميشن، لو فول كامبو اي لو كنوك داون. وجابت فيهم في 4 جابت فيهم لي ميداي. بورتون كانت مع دي شامبيون دو موند من الاسبان، le Portugal. Un petit bout de femme à l'âge de 17 ans, oui. Elle a ramené tout ça. Et avec ça, vraiment, vraiment. والاخت ايمان الى نزيدوا المشاركه تاعنا في هذه البطوله العالميه كانت 62 بيي شارك فيها، 62 دوله. Avec combien d'athlètes qui représentent l'Algérie? 10. Ah, très bien. دينا 10 مقاتلين. De toutes les façons, la femme algérienne, elle s'est toujours affirmée lors de manifestations internationales et notamment l'oranaise. الوهرانية ما تسمحش في حقها، تروح jusqu'au bout. وفي الترتيب العام كلاسينا الجزائر دات المرتبة الخامسة من بين 62 دولة، ومشاركة 2000 رياضي. صادر وكان المستوى عالي جدا. صادر كي نقول لك مشاركه تاع 62 دوله، دول عريقه في هذه الرياضه. الاسبان، لا روماني، البرتغال، الالمان، لا فرنسا، لي زيتازوني. الحمد لله ب 10 رياضيين قدرنا نجيبوا 32 ميداليه. كمان فيها 5 ذهبيه من بينهم اللي داتها فاطمه. يعطيكم الصحة يا les Algériens et à nos athlètes de cette belle discipline. يعطيكم الصحة et félicitations et merci justement d'avoir hissé le drapeau algérien haut dans un championnat mondial tel que celui-là. Quand même, ça fait vraiment plaisir. On est très heureux de vous recevoir. Voilà, la chanson. Ça c'est pour vous, hein. Elle a eu les larmes aux yeux. Elle a eu les larmes. Justement, j'allais vous poser la question, c'est qu'au moment de la médaille d'or, qu'est-ce que vous avez ressenti quand c'était l'hymne national? Qasaman, quand même déjà, rien que d'écouter, quand on est chez nous, d'écouter l'hymne national, Qasaman, déjà on a la chair de poule et on a envie de pleurer. ديجا غير سمعتها لحمت شوي صافي بليزير فرحت صافي بليزير فرحت الرايه تاع بلادي في المحافل الدوليه وجبت لا ميداي دور. الحمد لله يا ربي اللي وفقني. حسيتي هذاك المومون؟ فرحه لا توصف.
الحمد لله يا ربي اللي شرفت الجزائر وحققت هذه النتيجة. قد الشيوخ تاعنا نقدم لهم التحية والشكر اللي شجعوني وحفزوني باش جبت هذه النتيجة. تاني ما ننساش والديا تاني اللي كانوا توجور معايا واقفين. Très bien. Alors, je vais te calmer un petit peu le programme تاعك de préparation pour ces championnats. وهي الشامبيونا كانت من وين تا وانا نبريباري دخلنا في الشامبيونا دالجيري كلاسيت بريمي بلاس. من بعدها عيطونا في تربص، درت 3 تربص منهم يخيروا المنتخب الوطني والحمد لله كنت منهم. دينا بريباراسيون في رمضان في العيد كل يوم توجور وحشيه. لي ستاج تاعك وين درتيهم؟ هنا في درتهم 3 في شلف وواحده في ساده من تكون عندنا احنا شامبيون دي موند ولا بون نختاروا احسن العناصر. ديجا هي كانت كلاسات بريمير بلاس في الشامبيونات تاع لي جون طالون. وي بون تم اختيارهم ومن بعد داروا لهم 3 ستاج في ولايه شلف. لا بروف رمضان والعيد تما في لو ستاج ما عيدتش في الدار. Et comme on dit tout travail mérite salaire hein, donc voilà هذه هي. الحمد لله وتم اختيارها باسكو تميتريزي لي سبيسياليتي في 4 تميتريزيهم مليح. لي سبيسياليتي يعطيك الصحة. تميتريزيهم مليح دونك تم اختيارها في الفريق الوطني. وكان ديجا هي من بين لي زاتليت عندنا اللي فريمون زعما يخدموا يعني سيريوس تخدم تاع بصح. صادير كاع العام وهي تخدم في لي سونطرينمون تخدم مليح والحمد لله ما خيبتناش. لا بروف عيطت لها هضرت معاها الليله اللي غدوه كان عندها قلت لها دي فاطمه ما راكش تمثلي روحك راكي تمثلي وهران وتمثلي لالجيري. تخوفتها انت. لا كونترير والله هذه حاجه زادتها شجعتها وحلفت لي قالت لي والله شيخ غدوه نجيب لك لا ميداي دور. والحمد لله. سي بيان هذيك وفيتي. دارت 12 كومبا. 12 كومبا ربحت الاغلبيه فيها خسرت 2 برك. شي بزاف 2 par rapport à 12 c'est beaucoup. Donc et alors quelles sont les techniques de base de cette discipline? هذه التكنيك تعتمد على اليد. هي تعتمد على اليد. شاولا في كيما الكاتا باغ اكزومبل فيها الكاتا افيك ارم سونز ارم. هي شاركت في الكوميتي صاد المنازله اغلبيه تعتمد على اليد. تاخذ سونز ارم. تما انت تدير بزرايه. بون فيما يخص النادي تاعنا الاخت ايمان ديجا العام اللي فات كي جينا عندك كانت عندنا غير صاله واحده وخرجت شامبيون. هذا العام الحمد لله راه انتشرت هذه الرياضه في وهران. راه عندنا 200 اتليت كل مومون. عندنا 4 تاع لي صال الله يبارك الحمد لله. وصادر وهران كل عام وهران ولايه ابطال. Exactement. Ils ont beaucoup de champions dans toutes les disciplines, généralement, dans tous les sports aussi. Hein. D'ailleurs, les grands footballeurs algériens, ils sont de l'Ouest, généralement. Et puis, les grands noms qui se sont affirmés, ils sont de l'Ouest aussi. Bien sûr, on n'oublie pas ceux qui sont de... De toute façon, ce sont des Algériens. Les Algériens, ils s'affirment toujours. Quand il s'agit on va dire, de bled, alors là, c'est vrai. Qui m'a corps, ah oui, corps et âme. On plonge directement pour la patrie, c'est l'amour de la patrie. Hein. Donc, qui te brille vraiment blédek, c'est. Alors, où t'as قريتي؟ عندي الباك. هاد العام. إن شاء الله. Ah ben, mort le championnat du monde, les consécrations, les médailles, la médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent, ben, il y aura le bac. Certainement, alhamdoulilah, ya Rabbi. Donc, on a نطلبوا لك في ربي باش تدي الباك. إن شاء الله يا ربي. D'accord. Et comment tu fais pour un petit peu, on va dire, allier les deux domaines en même temps? نوفق بيناتهم دايره وقت تاع سبور ووقت تاع قرايه. Qu'est-ce que vous avez eu comme كي يكون عندي بطوله ولا نولي دي ستاج توجور ونخصص ثاني وقتي للقرايه. صح خاطرش جبتي encouragement je sais pas c'est table d'honneur. Ah, tableau d'honneur. Très bien. Donc on arrive à la fin. Donc quand on dit Algérie, c'est le cœur qui bat très fort. Donc c'est ça. Merci beaucoup Fatima Boudouma. Donc c'est une championne algérienne, pas oranaise, tia jazairiya. Voilà qui nous a ramené plusieurs. نصيحة ندها الأولياء منا باش يشجعوا اولادهم بممارسه هذه الرياضه لانها رياضه فعلا مفيده جدا ترجع الثقه للاولاد في النفس
ماذا بيا في وهران هنا يكون عليها اقبال. بنات وولاد. بنات وولاد. Très bien. Merci beaucoup. ان شاء الله نزيدو نشاركوكم ان شاء الله. ان شاء الله وراني نستنى فيك la prochaine fois dans d'autres manifestations internationales. Donc تجيبي لنا ثاني d'autres médailles d'or dans l'Oxaï ما تقديش تهودي. العام الجاي ان شاء الله نجيب لك ماشي زوج ثلاثة ولا أربعة إن شاء الله. Eh ben مرحبا بكم مرحبا بكم. C'est un plaisir que de partager avec vous le plateau تاع les champions. اليوم نتاعك champion وهي ثاني راهي champion. يعطيكم الصحة. Donc قعدوا معايا. Donc dans ce cas donc c'est les bons moments ils se terminent, ils se finissent toujours, mais il y a toujours on va dire un retour la semaine prochaine, le mercredi prochain. Je vais vous retrouver avec d'autres plateaux, d'autres invités et bien sûr bon oui, je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne semaine jusqu'à mercredi. Au revoir. Retrouvez votre émission Ma famille, ma vie du lundi au mercredi de 10h30 à 11h30 en direct sur Canal Algérie. On vous attend.